La Fontaine, assis à son bureau, une plume à la main, tente sans succès d'écrire le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur son arbre perché, mangeait un saucisson. Non, 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 ça ne va pas, ça ne sonne pas. Voyons, Maître Corbeau, sur son arbre perché. Des bonbons ou un sort? Bonsoir mon enfant, mais que fais-tu dehors tout seul dans cette tenue? Et c'est quoi cette histoire de bonbons et de sorts? Mais vous sortez du XVIIe siècle ou quoi? Bah oui. Du XVIIe siècle, sérieusement? Oui, aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 1668. On est au XVIIe siècle, tu vois? Waouh, j'ai fait un voyage dans le temps. Mais dites, vous n'avez pas l'air de savoir que ce soir c'est Halloween. Allô de quoi? Halloween. Halloween, c'est une fête. On met des décorations qui font peur partout, dans les maisons, dans les rues, dans les magasins, et on se déguise en monstre ou en sorcière. Et puis nous, les enfants, on va chez les gens et on demande des bonbons, un sort. Voilà. Je n'ai pas de bonbons, mais je peux t'offrir un fromage si tu veux. Mais oui, c'est ça, un fromage, attends. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée. Voilà, c'est ça. Écoute, tu vas me dire si c'est une bonne histoire. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, détape à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui découvre. Cette leçon revient à fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais à peu tard qu'on ne les prendrait plus. Jean de La Fontaine. Alors, qu'en penses-tu? C'est une bonne histoire. J'aime bien quand le corbeau se fait avoir par le renard. Il est vraiment naïf. Tout le monde sait que les corbeaux ont une voix de casserole fêlée. Même les corbeaux, non? Votre morale est bien choisie aussi. Tout le monde comprend qu'il ne faut pas croire les gens qui vous envoûtent avec des belles paroles. Surtout sur Internet. Internet? C'est un truc du 21e siècle. Laissez tomber. Revenons-en à nos moutons. Elle est bien votre histoire, mais ça serait mieux si ça se passait un soir d'Halloween. Vous voyez, Halloween, le corbeau, c'est le même thème. Et puis il y a quand même un vrai problème. Il manque la fin. Comment ça, la fin? Mais oui, attendez, je vous raconte la vraie histoire du corbeau et du renard. Un soir d'Halloween. Le corbeau et le renard, Halloween. Petits et grands, humains et animaux, sont prêts pour fêter Halloween. Corbeau est tranquillement perché sur une fenêtre, quand Renard s'avance vers lui de tout son être. Ce rusé à qui rien n'échappe écarquille ses yeux vers le sac de friandises pendu au bec du corbeau bleu. Aussi gourmand que notre joli oiseau, Renard trouve une solution pour appâter Corbeau. Hé, toi, là-haut, ton costume est vraiment beau. Es-tu capable d'être aussi parfait avec les mots? Notre bel oiseau, heureux de ce compliment, répond à cet animal plein de boniment. Merci, mon cher ami.
Alors, ma voix te plaît-elle? Le sac tombe à terre. Le goupil rusé s'envole à tire d'aile, heureux avec ses flatteries d'avoir piégé notre naïf. Et notre corbeau, mon cher La Fontaine, n'est pas si naïf, car il vit notre beau parleur se diriger vers lui. Il remplaça le sac de bonbons par un sac de jolis, petits et magnifiques serpents. Au début, le corbeau éclata de rire, mais ensuite, s'en voulut d'être aussi méchant que son ami, sinon pire. Aussi, il partit à sa recherche pour partager ses sucreries. Le renard, honteux de sa supercherie, remercia en ces termes l'animal généreux. Je ne mérite pas tant de bonté, mais je suis heureux car tu m'as donné une bonne leçon de vie. Tu vois, mon cher La Fontaine, la morale est ici. Il suffit parfois d'un tout petit coup de pouce pour changer la vie d'autrui. Ainsi va la solidarité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé? Oui, mais tu sais, c'est un peu trop moderne pour moi. Ça ne va pas plaire au roi Louis XIV. C'est qui, Louis XIV? C'est le roi de France. On l'appelle aussi le roi soleil parce qu'il est très puissant, comme le soleil qui illumine toute la terre. Et toi, tu écris des histoires pour lui? Oui, ces histoires s'appellent des fables. Elles racontent des histoires avec des animaux et elles contiennent une morale. Comme ça, les gens, ils s'amusent en écoutant mes fables et ils apprennent quelque chose aussi. C'est une bonne idée. Tu as une autre histoire avec un renard. Je le trouve drôle, le renard. Un peu méchant mais rigolo. Oui, si tu veux, je peux te raconter une fable d'Ésope qui s'appelle le renard et le bouc. Je veux bien. Mais c'est quoi, Ésope? Ésope, ce n'est pas une chose. C'est un fabuliste grec. Et un fabuliste, c'est quelqu'un de fabuleux? Presque oui, un fabuliste écrit des fables. Les premières fables qu'on connaît ont été écrites par Ésope en Grèce au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu Phèdre, un Romain qui a adapté ses récits à son époque. Aujourd'hui, au XVIIe siècle, c'est moi, Jean de La Fontaine. Je suis connu pour mes fables, mais je ne suis pas le dernier. À ton époque, il y aura Anouilh, Queneau, Gudule et bien d'autres. Ouah, fabuleux! Fabuleux, fabuliste, oui. Tu veux entendre le renard et le bouc? Oui. Un renard est tombé dans un puits fossé des restes. Or, un bouc pressé par la soif est venu au même puits. Aperçut le renard et lui demanda si l'eau était bonne. Elle est bonne! Le renard, faisant compte aux mauvaises fortunes bon cœur, fit un grand éloge de l'eau et affirma qu'elle était excellente. Oh oui, viens, elle est excellente! Et il l'engagea à descendre. Quand il eut étanché sa soif, il se consulta avec le renard sur le moyen de remonter. Comment va-t-on remonter? Ah, c'est une belle question. Comment on va faire? Le renard prit la parole et dit: J'ai un moyen pour peu que tu désires notre salut commun. Appuie tes pieds de devant contre le mur et dresse tes cornes en l'air. Je vais montrer par là. Après quoi, on te regarderait toi aussi. Le bouc se prêta avec complaisance à sa proposition et le renard, grimpant lestement le long des jambes, des épaules et des cornes de son compagnon, se trouva à l'orifice du puits et aussitôt s'éloigna. Comme le bouc lui reprochait de violer leur convention, « Oh, tu vas où ?» Le renard se retourna et dit: Camarade, si tu avais autant d'idées que de poids le montant, tu ne serais pas descendu avant d'avoir examiné le moyen de remonter. C'est ainsi que les hommes sensés ne doivent entreprendre aucune action avant d'en avoir examiné la fin. Oh, j'adore! Il est vraiment fort ce renard. Il arrive à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et ce pauvre bouc, qui n'a pas autant de neurones que de poils à son menton. Descendre dans un puits pour boire de l'eau alors qu'il y a un seau pour attirer, il est vraiment idiot. Mais tu sais, ça serait encore mieux si ça se passait la nuit. Tu crois? Oui, la nuit, il y a des étoiles. Et la lune, c'est tellement beau. Tu as raison, mais ça ne change rien du soir. Mais si, regarde, je te montre. Le renard et le bouc. Le renard le rusé s'enfuyait en courant d'une ferme qu'il avait dévalisée. Dans son gros sac, on entendait Couic, 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 miaou, miaou, cocorico, bé, couic, couic, tous les appels se mélangeaient, tandis que le renard pensait:
Ah, que j'ai faim et que j'ai hâte de les manger. Il courait à toutes jambes pour s'enfuir, car le fermier était dur à cuire. Et loin derrière lui, il l'entendait crier. Créneau de bon satané, renard, rusé, je m'en bats t'attraper un jour, je vais me venger. Oui. Mais soudain, tandis qu'il fuyait en regardant derrière lui, au milieu du pré, il ne vit pas le puits et tomba dedans. Splash! Zut alors! Pas moyen de remonter. J'aurais beau me casser les dents, je suis bel et bien bloqué. Pendant ce temps, un bouc se promenait, goûtant les herbes tendres et sucrées, et levant la tête vers le ciel étoilé. Il chantait. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Tout à coup, il entendit un autre concert. À l'instant, il comprit que les pauvres petits égarés allaient se noyer dans l'eau amère. N'écoutant que son courage et sa témérité, au milieu du pré, il vit le puits et sauta dedans. Splash! Mon ami, mon pote préféré, tu viens enfin te baigner. Mais vois-tu, ces petits à côté de moi ont assez barboté. Peux-tu m'aider à remonter? Je vais leur chercher de quoi s'essuyer. Chevaleresque, le bouc lui permit d'escalader son dos, ses cornes et se mit sur la pointe des pieds. Dès que le renard se fut évadé, il put s'empêcher de lui crier. Hé mon pote, il faut réfléchir. Tu as déjà vu des bébés prendre un bain dans un puits. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour ressortir. Sur ces mots, il s'enfuit. Heureusement pour nos jeunes amis, le fermier avec sa fourche arriva et bien vite les tira de là, mais il méditait sa vengeance aussi. Et voici ce qu'il leur proposa. On va laisser le sac ici. Pouvez-vous demander à vos amis les rats de se tasser nombreux au fond du sac, et quand le renard reviendra, il aura la plage de sa vie. Ainsi fut fait, et quand Renard le rusé revient chercher sa nourriture, 10 rats, 20 rats, 100 rats lui sautèrent à la figure, et le fermier surgit avec sa fourche aiguë. Sacré nom de satané, renard rusé, je vais t'apprendre comment je joue du couteau pointu. Le renard, blessé par les rats tout mordus, s'enfuit paniqué, et dans toute la contrée, on ne le revit plus. Moi, je préfère cette version, à cause de la nuit qui est si belle, et aussi parce que le méchant est puni à la fin. Comme ça, il comprend que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, et il ne le refera plus. Toi, tu écris des histoires pour ton roi, et c'est toujours le méchant qui gagne. Tu es sûr qu'il est bien sage, ton roi qui se prend pour un soleil? Non, il est pas très sage. Et pour te dire la vérité, c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans mes fables, à lui et aux autres gens qui sont puissants et riches. Mais ce n'est pas toujours facile. Et tu n'écris jamais de fables sur des gens normaux comme toi et moi? Si, il y en a une que j'adore, c'est la cigale et la fourmi, tu veux l'entendre? La cigale et la fourmi. Jean de La Fontaine. Je vois la vie en rose. La cigale, ayant chanté tout l'été, s'est trouvée fort déformée quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. avant l'août, toi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour, à tout venant, je chantais de vous déplaise. Vous chantiez! J'en suis fort aise et viens danser maintenant. Mais je la connais celle-là. Sauf que dans l'histoire que me racontait ma maman, ça se passe dans une discothèque. Une discothèque? Mais de quelle époque tu viens pour avoir des discothèques? Est-ce que tout le monde a le droit d'aller discuter dans les discothèques? Je viens du 21e siècle, de l'année 2020 exactement. Il n'y en a pas de discothèque parce qu'on n'en a pas besoin. On a le droit de discuter où on veut. Mais on a des discothèques. Ce sont des salles avec plein de lumière et de la musique pour aller danser et s'amuser. Nous aussi on a de la musique. On a de la musique de Lully. C'est intéressant, la musique de Lully, mais pour danser, ça ne doit pas être très facile. Je te raconte ma fable, tu vas voir. L'avare et la femme. Monsieur Fourmigard et Madame Cigalard habitaient dans un immeuble près de la gare. Ils étaient voisins, mais n'avaient rien en commun. Monsieur Fourmigard n'était pas du tout peinard. Il travaillait nuit et jour, pense à ses pauvres jours. Miss Cigalard se divertissait nuit et jour et ne pensait pas à ses vieux jours. Vous êtes en droit, cher lecteur, de me dire que chacun est libre de faire ce qu'il désire. Et moi, je suis en droit, cher lecteur, de vous avertir en touchant votre cœur. Aussi, écoutez bien la suite de cette fable, car même si elle va vous faire rire, elle n'est pas à prendre à la légère. Mister Radin, le soir, travaillait dans une discothèque. Il était barman. Et entre le service et la plonge, n'avait pas de temps pour poser son éponge. Mais après tout, c'était son choix de travailler comme un athlète. Mais voilà l'impertinente Cigalard qui avait le don de l'agacer. Venait sur son lieu de travail pour l'enrager. Entre les gouttelettes qui coulaient sur son visage, celui-ci devenait rouge comme une tomate. Quand celle-ci entamait cette chanson, tel un automate. Mon banquier pense que j'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aime. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit tu prends trop la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie t'ouvre les bras. Je me suis dit ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Mais voilà ce qui arriva par la suite. Notre économe ne put profiter de son argent car il mourut d'épuisement. Quant à notre Miss Tinguette, elle comprit à cet instant que dans la vie, on ne peut vivre que de divertissement. Ah ça la vie est belle, peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Cette fois, c'est exactement la même histoire. Ton barman, c'est ma fourmi. Il travaille tout le temps. Il n'a pas une vie très amusante, mais il ne manque de rien. Et ton chanteur, c'est la cigale. Il profite, il s'amuse, mais il ne sait pas de quoi il vivra demain. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très sages, ni l'un ni l'autre, les personnages de notre fable. Qu'est-ce que tu veux dire? Le barman fourmi, il ne pense qu'à travailler, tout le temps.
Alors, ça lui sert à quoi d'avoir de l'argent s'il ne s'amuse jamais? Et la chanteuse Cigale, elle s'amuse, mais elle est complètement idiote. Elle ne réfléchit pas. Oui, la chanteuse Cigale n'est pas très futée. Et elle devrait comprendre qu'on ne peut pas faire que s'amuser dans la vie. Il faut travailler aussi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi pour le barman fourmi. Lui, il travaille beaucoup. Mais à la fin de sa journée, ou à la fin de l'été, il rentre chez lui. Il a des réserves, de l'argent, et il est tranquille. Il fait ce qu'il veut. Alors c'est ça la morale de ton histoire. Il faut travailler et après on peut s'amuser. Oui, il faut savoir faire un peu les deux. Trop bien. Tu en as encore des fables comme ça? Une avec une tortue par exemple? J'adore les tortues. J'en ai même une chez moi dans un terrarium. Alors voyons, une histoire de tortue. Mais oui, j'ai le lièvre et la tortue. Chouette, c'est quoi un lièvre? Un lapin sauvage? D'accord, vas-y, je t'écoute. La tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'attendrez point sitôt que moi se doute. Sitôt, êtes-vous sage? Repartir l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, vous lui prédibute les enjeux. Et savoir quoi, ce n'est pas l'affaire. Ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qui tuent lorsque près d'être atteints, ils s'éloignent des chiens, les revont en calandre et leur fait arpenter les landes. Ayant dit du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénatement. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire qu'un la gageure un peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il dit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qui fit, survint, la tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous restez à votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Jean de La Fontaine. Il s'est passé la même chose chez moi à Ucange. Ta tortue a fait la course avec un lièvre? Mais non, c'est un copain de mon père, il s'appelle Félix Lièvre et il est médecin. Moi, il me guérit tout le temps quand je me fais mal. Et donc, l'ami de ton papa s'appelle Monsieur Lièvre, comme dans ma fable? C'est ça le rapport? Mais non, écoute! Félicité. Il a vu de cette chaîne sans ascenseur jusqu'au-dessus de la petite vieille avec son déambulateur. Madame Tortue que les jeunes appellent, met de l'huile dans ton moteur, sans sourciller quand il interpelle, en souriant à se contente de passer. Dans sa cité, Félix est une star. Sur le terrain, il brille comme un phare, parce qu'il court plus vite que les autres, parce qu'il est beau et que son talent est rare. Il a plein de potes et les fils le disputent. Alors bien sûr, il l'appelle dans les rues avec sa trottinette. Il fonce pour tout, le vent siffle dans ses oreilles. La vérité, c'est trouve ça chouette. Il sait que ça lui fera gagner des oseilles. Ce matin-là, le son à fond dans les oreilles, il n'entend pas le canon qui le cueille. L'envoi volait trop haut dans le ciel, aller simple pour le paradis artificiel. Témoin du coma et quand enfin Félix s'éveille, il a tout oublié sauf ce qui est là sur le lit blanc. Sa jambe droite n'est plus là. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te relèves. Toute la journée, il n'entend que ça. Et lui reste cloué sur son matelas. Il se sent toujours comme un père, blessé au milieu des écueils, dans une mer enragée sans espoir de recueil. Sa mère pleure sur
son corps amoché. Son père ressasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour tous les autres, c'est déjà du passé. La vie continue, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a que lui qui descend toujours plus profond. Dans les abîmes, dans les abysses, il veut se noyer. Il ne rêve plus que de cesser d'exister. La petite vieille, celle du 6e avec son déambulateur, sa jupe de laine, son gilet bleu, son éternel sourire qui vous réchauffe le cœur. Elle est présente et il va mieux. Des heures durant, elle lui explique que rien ne sort de Corée, il faut partir à point. Il y a de l'espoir et qu'il doit vivre. Regardera la télé. Il est temps de se conduire en aîné et d'apprendre la trottinette à sa petite sœur. Avec Madame Tortue, il devient bon lecteur. Chez Saint-Exupéry, il apprend que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Désormais, il travaille avec ardeur. Il va aux séances de kiné entre le cœur en nièce. Nièce, c'est un beau mot. Il l'a appris à toute vitesse. Avec Madame Tortue, un ancien professeur, maintenant c'est décidé. Il deviendra docteur. À ses parents qui le regardent avec stupeur, il répète qu'il n'a plus peur. Comme disent les profs, il a des capacités et que c'est sa liberté retrouvée. L'avenir à nouveau lui sourit. Il sait ce qu'il va faire de sa vie. Il sera médecin pour les enfants. Il les réparera pour qu'ils soient comme avant. Et si laisser le temps au temps ne suffit pas, il sera là pour leur montrer que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il sera là pour leur montrer que rien ne sert de courir, il faut partir à point. En effet, c'est la même histoire. Je veux même te dire autre chose. Mais il faut d'abord que tu me jures que ça restera un secret. Je te le jure. Bon, mais approche-toi, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre entende. C'est un peu gênant. Je préfère ta fable à la mienne. Oh, tu sais, la tienne, elle est très bien aussi. Surtout pour le XVIIe siècle, et pour ton roi, il ne comprendrait rien à la mienne. C'est bien vrai. Mais quand même, le rythme de la tienne et la musique, comment s'appelle cette musique? Ça s'appelle du slam. En fait, c'est tout simple. On parle sur de la musique, on raconte une histoire. Formidable, il faut que j'en parle à Molière. C'est qui Molière? Tu ne connais pas Molière, mais tout le monde connaît Molière. Tout le monde lit les pièces de Molière. Pardon, mais moi je n'ai pas encore appris à lire. Je suis trop petit. Ah, oui. Mais enfin, le théâtre, c'est un spectacle qu'on regarde. On n'a pas besoin de savoir lire. Je ne sais pas, je n'ai jamais encore regardé un théâtre. Regarder un théâtre? Mais ce n'est pas français, petit. On dit, allez voir du théâtre. Ah, le grand Molière se retournerait dans sa tombe s'il t'entendait, petit. Tiens, d'ailleurs, en parlant de grand et de petit, j'ai une fable pour toi, ça s'appelle Le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi tenu pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil. Brave l'effort de la tempête, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage. Vous n'auriez pas tout à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, et vous naissiez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste. Part d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents ne sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre le coup épouvantable. Elle résistait sans courber le dos, mais attendant la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants, que les mains portaient jusque là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de
Et voilà, tu as compris ce que c'est que le théâtre maintenant. Bah oui, vu qu'en fait, on fait du théâtre depuis le début, tu aurais pu me le dire tout de suite quand même. C'est pas faux, mais j'avais très envie de te présenter le chêne et le roseau. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien, c'est varié, ça change de tous les animaux. Et ta morale, elle est encore valable à mon époque, tu sais. Même ceux qui font les malins se croient plus forts que les autres, ne sont que de petits humains tout fragiles. C'était un message pour ton roi soleil, cette fable 1. Oui, tu as compris? Lui, il a compris? Je ne crois pas, non. Peut-être que tu devrais lui mettre tes messages en musique. Par exemple, ça donnerait la chanson suivante, et il pourrait la faire écouter aux enfants. Ils sont plus doués pour apprendre que les grands. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux, et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours tomber, tomber, tomber pour se relever, tomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fondra dans l'ouragan. Moi, roseau pas compétent, je danse avec le vent. Le chêne, un grand sage qui ne craint pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent, et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever, toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balancé par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un flanc. Il n'y a pas de morale à cette histoire banale, que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un peu, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, 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 nous relever, retomber, tomber, nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes, à l'instinct de survie conforte nos vies. Il n'y a pas de morale à cette histoire banale, que des individus et différents points de vue